Un empire industriel qui a modelé le destin d'une région, l'Alcan, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En janvier dernier, la compagnie a annoncé la fermeture des vieilles salles de cuve Soderberg à Arvida. Les ouvriers de l'Alcan ont protesté, mais ils ont dû se résigner. Depuis des générations, le développement de leur région est déterminé par l'Alcan. Une histoire impressionnante racontée par des ouvriers qui y ont consacré leur vie et qui subissent aujourd'hui les fermetures comme un deuil. Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Vous vous souvenez sûrement de ces événements. C'était en janvier dernier. Des ouvriers de l'Alcan barricadés dans leur usine qui s'entêtent à faire fonctionner des vieilles cuves que la compagnie veut fermer. La protestation a duré 19 jours, mais elle a marqué la région. Pendant longtemps, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand on était employé par l'Alcan, c'était pour la vie. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Depuis 20 ans, plus de 2500 emplois ont disparu dans le secteur de l'aluminium et vous allez le voir, c'est loin d'être fini. Esther Lapointe et Pierre Duchesne sont retournés dans cette usine qui n'est plus qu'un souvenir en ruine dans ce qui était autrefois un joyau de l'Alcan, le complexe industriel de Jonquière. Ils ont rencontré des vieux cuvistes qui se demandent aujourd'hui où s'en va cette compagnie à laquelle ils ont donné leur vie. La première journée que j'ai travaillé dans les cuves, je parle des salles de cuves, c'était dans l'apotrophe Moulin. Puis moi, le premier chiffre, je l'ai fait de minuit à 8. En tout cas, à 4 heures du matin, j'étais assez fatigué que je m'enfargeais dans la poussière sur le plancher que je marquais. J'ai trouvé ça terrible. Et là, de minuit à 8, là, je m'étais dit, je n'y retourne plus. Mais après tout, j'ai dit, je vais essayer de toffer, voir ce que ça va faire. Mon père était venu pour s'engager, pour travailler. Puis la première journée qu'il a travaillé, il dit, tu travailles ici, puis c'est toujours de même. Moi, j'ai répondu oui. Mais il dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens pantoute, tu peux pas rester ici, ça n'a pas de bon sens. Il se met à pleurer à cause que je voulais pas m'en aller. Ce qui fut un temps le plus grand complexe industriel au monde ressemble aujourd'hui en partie à un cimetière de pierre et de métal. En janvier 2004, quand la direction d'Alcan annonce précipitamment la fermeture de ces vieilles salles de cuve Soderberg à Arvida, c'est la consternation chez les travailleurs. C'est un choc, on est encore sous choc ce matin. Plus de 500 emplois vont disparaître. La direction avait pourtant laissé entendre que ces cuves auraient pu rester en fonction jusqu'en 2014. Rapidement, donc, la résistance s'organise. La colère des travailleurs est telle qu'ils vont occuper l'usine pour empêcher la fermeture. Pendant 19 jours, et contre la volonté d'Alcan, les cuvistes vont continuer à produire de l'aluminium dans les vieilles cuves avant de se résigner. Mais pourquoi cet attachement-là? C'est de la machinerie, ça. C'est chaud, mais ça n'a pas de cœur. C'est des cuves. C'est quoi, vous autres? Expliquez-moi l'attachement que vous avez à ça. Ça vit, une cuve. Cuve, ça vit. C'est comme un bébé, une cuve, là. T'as fait manger, puis elle produit de l'alumine. La journée que tu mets plus d'alumine, puis tu mets plus ces matières premières, elle produit pas de métal. C'est des bébés, c'est vivant, une cuve. Pour nous autres, la fermeture, c'est quasiment un genre de séparation. Moi, je dis c'est quasiment un divorce, tu sais. On s'en va dans l'inconnu, là. C'est la mort. C'est à la fin d'une époque. On défait ce que nos parents ont bâti. Puis
C'est vraiment triste. Sylvain Lapointe est un cuviste, tout comme son père et son grand-père le furent. En fait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est cuviste de père en fils depuis 1926, année où ce gigantesque complexe industriel, 34 bâtiments d'usines, sortent de terre. Pour alimenter ces usines, en plus des barrages, Alcoa, qui deviendra Alcan, prend possession du réseau Saguenay électrique, du chemin de fer Roberval-Saguenay et des installations portuaires de Port-Alfred. La multinationale achète aussi des milliers d'acres de terre, non seulement pour ses usines, mais aussi pour sa propre cité. Une ville de compagnie qui s'appellera Arvida. Arvida pour Arthur Vining Davis, le président américain de la compagnie à l'époque. Donc, on devrait prononcer Arvida de quelle façon? Arvida. C'est vrai? Oui. Arvida est destinée à devenir une vitrine prestigieuse pour la grande compagnie d'aluminium. Alors, ils ont décidé ici de faire une Washington du Nord, donc une vraie ville, une ville complète avec un centre-ville monumental et des maisons, pas seulement pour les dirigeants, comme ce qu'on voyait très souvent à l'époque, pas seulement pour les employés qualifiés, comme ce qu'on voyait parfois, mais pour les ouvriers non qualifiés aussi. Donc, des maisons pour, en fait, dans l'esprit, de loger tous les travailleurs. On a, comme ça, fait ce qui allait devenir un chantier sans précédent. On a construit 270 maisons en 135 jours. C'est le plus important projet urbain en Amérique du Nord, en Occident du 20e siècle. Ici, on est dans une ancienne école qui est utilisée Lucie Morissette, historienne spécialisée en architecture, a passé de nombreuses années à étudier ce projet grandiose. Et c'est par un heureux hasard qu'elle découvre un jour, dans les sous-sols d'une ancienne école, tous les plans de la ville de Compagnie. On a des documents d'une qualité graphique exceptionnelle pour chacun des types de maisons. On va avoir des documents comme celui-ci, par exemple, et on en a des dizaines comme ça de perspectives de maisons. Alors, tous ces détails-là d'architecture sont soigneusement dessinés, tant pour les portes, les fenêtres, les corniches, les cheminées, et précisés et détaillés en tout petits morceaux qui sont numérotés comme ça, dessinés comme ça, taillés comme ça en usine, en scierie sur le site, et ensuite distribués selon leur numéro, de lot en lot, selon le type de maison auquel ils appartiennent. C'est comme ça qu'on monte les maisons comme Ford monte des autos. Toutes les maisons qui sont construites sont louées et il n'y en a aucune qui est vendue. Alors, la compagnie, par l'intermédiaire de ses cadres, va diriger la ville, va diriger la commission scolaire, va fixer les taux d'imposition, va permettre la construction des églises, des écoles, de l'hôpital. Et tout ça est fait soit directement, soit indirectement, mais toujours par des gens qui sont associés à la direction d'Alcan. Encore aujourd'hui, plus de 1500 de ces maisons existent toujours. À l'époque, les maisons plus grandes étaient occupées par les cadres, des anglophones, tandis que les maisons plus petites étaient habitées par des ouvriers, généralement des francophones. Comment c'était une maison comme ça d'Alcan, vivre ici avec votre famille? C'était pas tellement grand, mais nous autres, ça nous coûtait pas cher par mois. Puis on n'avait pas tellement de salaire dans ce temps-là. Le loyer était alors à 56 $ par mois. Et bien que les familles canadiennes-françaises du temps étaient nombreuses, la plupart de ces maisons ne comptaient que 2 chambres à coucher. J'ai élevé 6 enfants, mais j'ai des voisins qui ont élevé 12 enfants dans la même maison que moi. Les architectes qui ont conçu les plans venaient de Caroline du Nord, Caroline du Sud, et n'avaient pas remarqué que mettre des tuyaux d'eau sur le bord d'un mur où il n'y avait pas d'isolation pouvait créer des problèmes l'hiver. Alors, même les cadres de la compagnie racontent que le premier hiver, en 1926, les tuyaux gelaient partout et on a été obligé de réparer ces choses-là et mettre de l'isolation dans les murs par la suite parce que c'était un problème considérable. Arvida est une ville de compagnie très réglementée. La propreté est de mise. Ceux qui possèdent des chiens, par exemple, doivent payer une licence. Les bars y sont interdits. C'est une ville sèche. Une discipline et un contrôle tout anglo-saxon qui ne plaît pas toujours aux Canadiens français du temps. Mais le prestige demeure.
La légende veut d'ailleurs que le premier bébé à naître dans cette ville de compagnie portera le nom d'Arvida. La beauté architecturale d'Arvida, sa planification exemplaire, en fait bientôt la ville la plus photographiée, la plus filmée au Canada et celle qui est la plus visitée par les sommités internationales. Toujours consciente de participer à l'histoire, Alcan veut laisser des traces. Elle publie son propre journal. Puis, pour célébrer sa grandeur, Alcan bâtit un pont d'aluminium, une première mondiale. Et il y avait des bonnes relations à maintenir avec le clergé, je crois, avec les églises. Oui, ça se fait assez bien. Alors, il y a un cadeau symbolique dont on rit un peu aujourd'hui, où Alcan fait faire, je pense pour l'évêque de Chicoutimi, un calice en aluminium. Évidemment, l'intérieur doit être en or, selon les règles de l'Église, mais c'est pour montrer, comme on dit autrefois, l'union du trône et de l'autel. Bien là, c'est l'Église et l'entreprise. Après la pause, la Deuxième Guerre mondiale apporte la prospérité, mais les travailleurs de l'Alcan veulent en profiter. In the winter of 1941, the last of three great power developments began. Construction took place in sub-zero weather, where the greatest need was speed. Après une période difficile en raison de la Grande Dépression, les années 40 annoncent une nouvelle vague de prospérité pour Alcan. De 8 000 à 10 000 hommes arrivent de partout au Québec et des vieux pays pour travailler au plus gros chantier du monde, le barrage de Shipsha. Pour ces milliers de nouvelles recrues, Alcan produit même une brochure où on explique que malgré un climat d'une extrême rigueur, la population de la région est réputée pour son hospitalité, une caractéristique bien connue chez les Canadiens français, y lit-on. Alcan prend la peine d'indiquer à ses nouveaux employés que quelle que soit la tâche que vous remplissiez à l'usine d'Arvida de l'Aluminum Company of Canada, vous devez vous pénétrer de cette idée qu'elle est importante. On y lit aussi que la région souffre d'une effroyable crise du logement. La population d'Arvida a doublé en moins de 2 ans. Il n'y avait tellement pas de place pour loger le monde qu'il y en avait qui prenaient des pensionnaires. J'ai été dans une maison de pension où on était 3 dans 2 lits. Quand un était de minuit à 8, l'autre était debout. Le gars de minuit à 8 couchait dans le lit. Puis quand on arrivait, ben, il s'en allait travailler. Nous autres, on prenait le lit à notre tour. On appelait ça le lit de tour. Vous avez travaillé dans un chantier, vous disiez, fait de la draft. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Ça, c'est une question d'appréciation, je pense. De quoi c'est qu'on veut comme le système de vie. Dans un chantier, t'es dans le bois. T'as pas les avantages que t'as en ville. T'es couché dans des lits sur des branches de sapin. T'as des poux, t'es bourré de poux. J'avais analysé à peu près la différence qu'il pouvait y avoir avec les inconvénients de la chaleur, toutes ces affaires-là. Alors, j'aimais autant la vie de ville que la vie de chantier, puis c'est pour ça que j'ai continué. Au niveau des salaires? J'avais une maudite différence. Au moins, vois-tu, tu avais 49 cents de l'heure pour 8 heures d'ouvrage, tandis que dans le bois, tu avais 1 pièce par jour. Parlez-moi donc de l'allée du diable. Ah! L'allée du diable. Les salles de queue, c'est à peu près 100 pieds de long. Ça, je me souviens pas plus que 100 pieds. Je pense que c'est 900 pieds. Il y a 4 rangées de potes dans une rangée de queue. D'un côté, il y a des grands panneaux qui ont 4 pieds par 4 pieds, qui sont toujours ouverts. Ceux-là, quand tu es du côté des panneaux, ben, tu avais de l'air, c'était froid, tu avais de l'air. Ceux qui étaient dans l'allée du milieu, quand on appelait ça, là, il fallait aller dans l'allée du diable.
Mais c'était chaud, quoi. Ça, c'était chaud, c'était épouvantable. Le crève, il n'y avait pas d'air. Qu'est-ce que vous faisiez pour vous rafraîchir? On allait se coucher chez les femmes, comme ça, là. Aviez-vous des coups de chaleur? Aviez-vous? Un coup de chaleur, sais-tu ce que c'est, ça? C'est un frisson comme quand t'as froid. Quand tu venais, là, t'avais tellement chaud, là, que t'étais imprégné de la chaleur. Là, tu frissonnais, on appelait ça un frisson de chaleur. Puis il y en avait, quand il y avait des frissons de chaleur, ils perdaient connaissance. Là, il fallait faire attention pour pas que le métal, puis quand des fois ça flaquait. Et bon, il y avait beaucoup d'électricité. Pas que ça nous roule, ça nous arrive dans les yeux. Ça nous prenait des vêtements spéciaux, des gros corps de laine, puis une chemise par-dessus. Parce que plus que tu n'avais épais sur le dos, moins tu sentais la chaleur des cuves. Ça nous prenait des culottes spéciales en pulpe. C'était épais, ça? C'était épais. Ça pouvait pas brûler, nos culottes, ils étaient trempes tout le temps, parce qu'on avait trop chaud. La chaleur, tu te levais les coudes, là, puis ça dégoûtait. Je parle pas de l'hiver, là, je parle de l'été, là. Ça dégoûtait, puis ça descendait dans nos bottes, dans nos bas, puis nos pieds étaient mouillés quasiment tout le temps. Ça nous prenait des mitaines qui montaient jusqu'ici. T'avais des bottines de potman qu'on appelait des cuvisses, là. On faisait ressemener ça par un cordonnier. Pour faire une double semelle plus épaisse, on prenait des pneus d'automobile. Les pneus, les vieux pneus, là. On se taillait des semelles dans ça. Ça te faisait d'une paire de bottes que t'es soulevé de ça, avec les talons. Ça, c'était quelque chose. Ah, c'était bon temps. Oui? Oh oui. Il n'y a pas un jeune qui ferait ça aujourd'hui. On se disait ça souvent. Canada produced nearly 500,000 tons of aluminum in a single year for Canadian and Allied aircraft. Mais c'est aussi le temps de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Arvida devient un des piliers de la participation canadienne à l'effort de guerre. Dans cet esprit, le gouvernement britannique fait un généreux prêt de 55 millions de dollars à la multinationale pour qu'elle puisse agrandir son usine et soutenir l'Empire britannique dans son combat contre le nazisme. Pour protéger ce site stratégique, on construit tout juste à côté la base militaire de Bagotville. C'est le moment que choisissent les cuvistes, en 1941, pour déclencher subitement une grève. Un salaire des plus modestes et une vague de chaleur sans précédent amènent des milliers de travailleurs d'Alcan à mettre fin à la production. À Ottawa, c'est la panique. On crie au scandale. On se méfie de ces Canadiens français qui s'opposent à la conscription. Ici, des saboteurs, ennemis des Alliés, y étaient pour quelque chose. C.D. Howe, le ministre en charge de l'effort de guerre du Canada, le vendredi soir, lorsque ça se produit, il va rencontrer Mackenzie King et il va, en fait, démissionner parce qu'il n'a pas l'autorité d'envoyer l'armée à Arvida. On va s'arranger pour envoyer l'armée à Arvida le lundi matin. Il faut que ce soit le gouvernement du Québec qui demande l'intervention de l'armée. Et l'armée va aller à Arvida et après quelques jours, la grève va cesser. Et on lit dans le journal local que Arvida, à ce moment-là, a un peu l'allure de la France, une partie occupée, une partie libre. De 1942 à 1980, 81, 82, ça a été 40 ans de très forte création de richesses ici, au Saguenay et aussi au Lac-Saint-Jean. Et cette création de richesse-là a aussi non seulement favorisé les élites, ceux qui détenaient le capital et les usines, mais aussi favorisé la classe ouvrière. Pourquoi? Parce que les syndicats ont réclamé des avantages financiers auprès des travailleurs et les compagnies, comme elles vendaient bien sur le marché international, elles ont concédé les avantages financiers et finalement, on a mis en place finalement une classe ouvrière très bien rémunérée. J'étais descendu pour faire un tour, je travaillais à Chibougamau. Puis mon père, il dit, faudrait que tu irais faire un tour à l'Alcan. Il dit, engage. Excuse-moi. Pensez à votre père? Ouais.
Lui, il travaillait, ça faisait longtemps, c'était sa vie. Ben, il avait rentré en 41. Lui, il voulait que vous travailliez à Alcan, il souhaitait vraiment... oui. Dans le temps, l'Alcan, quelqu'un qui travaillait à Alcan, là, était millionnaire. Des gros salaires, puis tout le kit. Mais quand on dit travailler, là, c'était travailler. À gros ouvrage. Ça veut dire quoi, ça? Bûcher, puis comme quand on était sur les carbones, là, on avait une masse dans les mains pour casser la croûte, pour rentrer la carbone. Quand je me suis brûlé un pied, c'est justement que j'avais pas fait mon trou assez grand, puis elle voulait pas rentrer, puis j'ai essayé de la rentrer avec mon pied, puis je vais rentrer le pied dans le pot aussi. Des accidents comme ça, est-ce qu'il y en arrivait souvent? Oui, il y en arrivait souvent. Des ouvriers bien rémunérés, mais des salaires obtenus au prix de nombreuses grèves. Comment ça se traduit maintenant pour vous autres? C'est que la première année, vos taux varieront de 1,76 à 2,45 l'heure. Une grève en 1957. Un autre conflit en 1975. Une grève en 1976, encore une en 1979 et un arrêt de travail en 1995. L'enjeu principal des grèves et des conflits de travail qu'on a au Saguenay, c'est le salaire. Et on a étudié ces négociations-là pour démontrer que les syndicats avaient été moins intéressés à négocier les conditions de travail qu'à négocier les salaires. 8800 travailleurs de l'Alcan ont quitté le travail à 8 heures ce matin, paralysant ainsi 4 des 5 complexes industriels de cette entreprise au Québec. Il y a par contre des conflits plus difficiles que d'autres, comme cette longue grève de 6 mois en 1976. Les usines touchées par le débrayage sont celles d'Alma, Arvida, Port-Alfred, Beauharnois et les centrales hydroélectriques qui alimentent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean où des pannes importantes ont été provoquées. Nous autres, on s'entêtait, puis c'est sûr que notre entêtement n'a rien donné, puisqu'on était, je pense, un affaire de 5 à 6 mois dehors. Là. C'est sûr que c'est pas d'innocent non plus. Ils savaient bien qu'au bout de 5-6 mois, que les gars avaient des familles, puis il y avait des maisons à payer. Moi, j'étais tout seul qui travaillait, ça fait que... Là, on n'a pas eu le choix de rentrer à l'ouvrage. Hein. Ils nous ont rentré pour des pinottes. Mais c'est sûr que l'Alcan, ils nous ont toujours prouvé que c'était eux autres qui avaient le gros bout du bâton. Hein. Mais en tout cas, on pourra toujours dire qu'on a essayé. Il faut se rappeler que ça fait pas des années qu'on a qu'on est habillé comme ça puis qu'on a des moyens de protection, là. Parce que... si on recule de une quinzaine d'années, c'est rien qu'un petit téton qu'on avait sur la bouche. Là. Dans ce temps-là, on appelait ça un téton. C'était une ouate avec une broche. Ça fait que t'en restes... Puis c'était pas clair. Là. Les épurateurs, c'était pas fonctionnel. Comme c'était... Hey, on avait allé du gaz ici. Parce que moi, je me rappelle, en 74, là, excuse l'expression, là, mais quand on passait à 8 heures ici, là, quand on sortait à 4 heures, là, tu crachais noir. Là. Il faut tout de même attendre jusque dans les années 1970 avant que la compagnie reconnaisse l'existence de plusieurs maladies industrielles. Après la pause, des ressources hydrauliques fabuleuses dont la compagnie veut prendre le contrôle. Alcan s'est établi au Saguenay pour une raison principale, c'est les ressources hydroélectriques de la région, qui sont, au début du siècle, les plus importantes en Amérique du Nord et qui n'ont pas été encore mises à profit. Au début du siècle, une partie du lit de la rivière Saguenay avait déjà été cédée à 3 investisseurs pour moins de 20 000 $. À l'époque, le gouvernement du Québec vendait pour l'éternité ces rivières. Ça prenait des sommes d'argent énormes pour faire des barrages, pour profiter de ce pouvoir-là. Il y avait seulement des gros capitalistes américains, dont James Duke, le roi du tabac aux États-Unis, qui, lui, était milliardaire et qui avait les moyens de faire ça.
Ayant découvert les majestueuses chutes du royaume, l'Américain Duke flaire l'aubaine et rachète en 1913 les droits d'exploitation de la rivière Saguenay et construit des barrages. Mais rapidement, le Saguenay ne lui suffit plus. Il lui faut en amont transformer le lac Saint-Jean, véritable mer intérieure, en un réservoir d'eau pour assurer plus de régularité à ses barrages. Il entame donc la construction d'un géant, le barrage d'Île-Maligne. Cherchant ensuite des entreprises pour vendre son pouvoir électrique, il fait alliance avec Price, puis fusionne en 1925 avec Alcoa, le grand monopole américain de l'aluminium. À la mort de Duke, Alcoa, qui deviendra Alcan, devient propriétaire de tout Spector. Les travaux de la centrale d'Île-Maligne nécessitent à l'époque des investissements de 50 millions de dollars. C'est 2 fois le budget total de la province de Québec. Donc, quand le grand capital demande au gouvernement Taschereau de relever le niveau des eaux du lac Saint-Jean, on comprend mieux pourquoi le premier ministre du Québec s'empresse de concéder ce droit à cette compagnie milliardaire. À la Saint-Jean-Baptiste de 1926, le barrage de l'Île-Maligne est terminé. On ferme les vannes. Le niveau du lac est relevé à 17 pieds et demi sur l'échelle du quai de Roberval. Des terres agricoles sont alors inondées. Le grenier de la province, comme on l'appelle à l'époque, prend l'eau. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est que les gens vivaient de l'agriculture. Hein? C'était leur moyen de subsistance, puis un petit peu de foresterie pendant l'hiver, mais ils vivaient de cette agriculture-là. Alors, le fait que plusieurs soient privés de cette... à cause des terres qui étaient inondées, ça représentait pour plusieurs un drame. Plusieurs des agriculteurs qui étaient là n'avaient pas de formation ou d'information pour être capables de négocier et d'avoir, si on veut dire, un remplacement de leurs terres. Ils étaient délocalisés. C'est quand même un impact important, la délocalisation de familles. Ils étaient délocalisés. Ils ne pouvaient pas forcément retrouver de façon équitable les mêmes niveaux ou les mêmes terres, etc. Le gouvernement Taschereau va très loin dans son alliance avec le grand capital. En avril 1927, il adopte une loi spéciale qui confirme que toutes les terres inondées sont la propriété d'Alcan et détermine seule la valeur des indemnités à verser aux 850 familles d'agriculteurs. Le premier ministre Taschereau va même jusqu'à mobiliser le clergé. Le gouvernement a demandé aux curés de dire en chair que si les gens continuaient à dire qu'il y avait complicité entre la compagnie et le gouvernement, c'était pas vrai, que c'était pas si pire que ça, et en plus que ça nuirait au développement régional. Mais tous les hommes d'Église ne répondent pas à cet appel. Ainsi, en 1929, l'abbé Jean Bergeron écrit que la grande entreprise devrait se priver d'occuper 100 ans à l'avance des territoires grands comme des pays pour n'en prendre que la récolte spontanée. Le rehaussement du lac Saint-Jean aura d'importantes conséquences à long terme. Le haut niveau des eaux va amplifier l'érosion des berges. Encore aujourd'hui, Alcan doit effectuer d'importants travaux pour freiner l'érosion du sol. Et parce qu'Alcan est propriétaire presque totalement des eaux de baignade, il peut entreprendre ses travaux sans l'autorisation formelle des propriétaires de chalets autour du lac. Après avoir harnaché la rivière Saguenay et rehaussé les eaux du lac Saint-Jean, Alcan décide de prendre le contrôle d'une autre grande rivière, la Péribonka. Alcan construit 3 barrages sur cette rivière. Mais cette fois, le premier ministre du temps, Maurice Duplessis, fait signer un bail de 50 ans à la multinationale avec de petites redevances à verser à la province. C'est au peuple du Québec de prendre
dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça veut dire la nationalisation de l'électricité. En plein cœur de la Révolution tranquille, en 1962, le gouvernement de Jean Lesage et son ministre René Lévesque s'engagent dans la nationalisation de l'électricité. Le Québec aurait ici une occasion en or de mettre la main sur l'imposant pouvoir électrique d'Alcan, mais il n'en fait rien. À l'époque, Alcan détenait 27 de toute la puissance installée au Québec. Et il détenait aussi 90 de la puissance installée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a eu une négociation, ça c'est clair, entre le gouvernement du Québec et Alcan. Et la condition, c'était que, si vous voulez, cet avantage qui était laissé à l'entreprise privée, c'était pour les compagnies qui avaient besoin de cette électricité-là pour leur production. Alors, pour du papier, ou du bois ou de l'aluminium. Alcan n'est donc pas seulement un fabricant d'aluminium. C'est aussi, et peu de gens le savent, le plus important producteur privé d'électricité au Canada. Et 20 ans après la nationalisation de l'électricité, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean était encore alimentée par Alcan et non par Hydro-Québec. Et pendant des décennies, Alcan a pu revendre une quantité non négligeable de son électricité excédentaire à des entreprises comme Abitibi-Price, Elkem Metal ou même Hydro-Québec. Il y a eu des estimations qui ont été faites sur la base, justement, du nombre de kilowattheures faites, le nombre de produites, le nombre de kilowattheures utilisés pour la production, ce qui donnait des surplus. Lorsqu'on multiplie par le tarif industriel, on arrivait à une moyenne de 100 millions par année pour la vente d'électricité excédentaire. Et le syndicat, à un moment donné, a aussi avancé un chiffre de 200 millions par année pour la production de vente d'hydroélectricité qui n'a pas été contesté. Avec ses 44 barrages et ses 650 km de lignes de transport d'énergie, la puissance hydroélectrique d'Alcan est presque semblable au grand barrage LG4 à la baie James. Pour s'alimenter en eau, Alcan utilise à ses fins des bassins hydrographiques de la taille de pays entiers, dans ce cas-ci 2 fois grands comme la Suisse. Après la pause, en 20 ans, Alcan double sa production, mais supprime plus de 2000 emplois. En 1984, Alcan maintient sa position avantageuse dans la région. 20 ans avant la fin du bail de la Péribonka, négocié par Maurice Duplessis, le gouvernement de René Lévesque renégocie avec Alcan une seconde version de cette entente. Alcan s'assurait d'un accès à des coûts déjà prévisibles et s'assurait aussi d'un renouvellement possible de 25 ans. En réalité, il s'agit de 3 milliards d'investissements, ce qui implique à peu près une aluminerie par décennie sur les prochains 30 ans. Autre condition, la compagnie doit hausser son niveau de production à 1 million de tonnes d'aluminium par année. Contrairement à 1950, avec le bail signé sous Duplessis, où on prévoyait justement que les travailleurs de la région devraient être engagés pour construire, il n'y avait pas de telles conditions dans le bail de la Péribonka. De même, il n'y avait pas de conditions aussi sur l'exportation de l'électricité excédentaire qui est vendue. Donc, diriez-vous que le gouvernement de René Lévesque aurait moins bien négocié que celui de Maurice Duplessis? Bien, enfin, les chiffres laissent croire ça, oui. En 1984, le gouvernement de René Lévesque a donc négocié une entente avec Alcan d'une durée de 50 ans. Si la compagnie respecte les conditions de l'entente, Alcan peut prolonger ce bail d'un autre 25 ans, ce qui repousse la prochaine négociation à 2058.
C'est une erreur, selon vous? C'est pas nécessairement une erreur, parce que le bail de la Péribonka a été signé à une époque où, au Québec, nous étions en surplus d'électricité. Alors, nous avons même essayé d'attirer des alumineries dans le centre du Québec, comme à Deschambault ou à Bécancour, de manière à utiliser nos surplus d'hydroélectricité. Alors, nous avons signé ce bail-là à cette époque où nous étions en surplus. Alors, nous ne sommes plus en surplus actuellement, mais le bail continue d'avoir cours. Satisfait du bail de la Péribonka, Alcan dispose d'un autre avantage concurrentiel spectaculaire. Cette compagnie produit le kilowattheure à l'un des coûts les plus bas au monde. Quand on sait qu'Alcan est le plus grand consommateur industriel d'électricité au Québec, c'est loin d'être négligeable. Pendant des décennies, les redevances qu'Alcan devait verser à l'État québécois pour l'utilisation de ces rivières étaient minimales. Depuis 1976, la facture a augmenté, passant à environ 40 millions de dollars par année. Mais c'est un chiffre qui semble toutefois dérisoire quand on connaît les revenus d'Alcan, qui dépassent maintenant les 26 milliards de dollars depuis sa fusion avec Péchiné. Le principe directeur sur lequel nous appuyons nos décisions est le suivant. Nous voulons doubler la valeur de l'action à tous les 5 ans, ce qui veut dire une croissance d'environ 15 % par année. Dominique Bouchard est le directeur de la toute dernière usine d'Alcan dans la région, soit celle d'Alma, construite en l'an 2000 au coût de 3 milliards de dollars. Avec ses investissements, en 20 ans, Alcan a doublé sa production d'aluminium dans la région, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de réduire sa main-d'œuvre d'au moins 2500 emplois. Ainsi, Alcan grandit pendant que la région connaît un déclin de l'emploi industriel, au point où même la ville de Saguenay fait partie des villes canadiennes qui affichent le plus haut taux de chômage au Canada. Dans le temps, l'Alcan, il y avait plus de cœur qu'il y en a là aujourd'hui. Le nouveau président qui est arrivé, là, lui, là, il a dit que dans 5 ans, il fallait qu'il double le bénéfice d'Alcan, dans les 5 prochaines années. Fait que pour ça, là, c'est pas à faire du métal puis tout ça, ben à acheter puis pichener comme ils ont fait, là. C'est couper du monde. Parce que tu prends une usine comme Alma qui ont bâti, là, il y a 600 employés là-dedans. Mais ils produisent 450 000 tonnes par année. Il y en avait 550 dans la salle de cuve Soderberg. Ils en produisaient 90 000. Hein? Vois-tu la différence? Comment ça coûte de moins? Il y avait plus de cœur avant, vous dites? Oui, parce que tu avais plus de Canadiens français qui étaient à terre. Hein? Là, ils pensaient qu'à profit. Profit, puis profit, puis profit. Ils pensaient qu'à ça. Dans ce contexte, la fermeture des vieilles salles de cuve Soderberg au début de l'année a mis en colère le syndicat d'Alcan parce qu'il avait signé, il y a 5 ans, un contrat assurant à la direction une paix syndicale pour une durée de 18 ans. On n'a pas tout le temps fait des guerres de bras, là, c'est pas vrai. On s'est assis et on a travaillé logiquement. La plus belle preuve, c'est qu'en 1998, on a cru à eux autres, Alcan, qu'elle allait avoir une stabilité opérationnelle, qu'on aurait une usine de remplacement. Aujourd'hui, c'est plus ça. On se sent trahi là-dedans par Alcan, nous autres. Qu'est-ce qui a été négocié, vous me disiez, 98? Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi? En 98, ils ont demandé d'avoir une stabilité opérationnelle, c'est-à-dire une certaine paix, puis qu'à longue échéance, pour pouvoir créer un bon climat pour les investissements dans la région, les investissements dans les usines. Le syndicat a dit oui, on est prêt à regarder des choses. Fait qu'on s'est assis pour on a écrit une convention collective avec une condition là-dedans qu'on aurait une usine de remplacement dans le futur, puis qu'on allait remplacer nos vieilles salles de cuve par les neuves. C'est ce que quelqu'un disait. Ce que quelqu'un nous disait. Il n'y a jamais eu d'engagement écrit. Oui, ce point-là a été discuté lorsque nous avons parlé de stabilité opérationnelle. Lorsque vient le temps de prendre une décision de remplacer une usine, le projet doit faire l'objet d'une analyse détaillée. Il doit se justifier en lui-même. Il doit faire l'objet de plusieurs analyses, encore une fois, tant au niveau économique, social et environnemental. Et lorsque la décision est prise, le projet doit en lui-même tenir la route. Les usines d'Arvida, qui furent très longtemps le joyau d'Alcan, sont aujourd'hui menacées de fermeture. Après les vieilles salles de cuve et ses 500 emplois, c'est l'usine Vaudreuil et ses 1100 employés, toujours à Jonquière, qui risquent de subir le même sort.
En fait, c'est tout le complexe Jonquière à Arvida qui est sous observation. Et le bail de la Péribonka, négocié par Québec, n'y peut rien. Dans le bail de la Péribonka, on parle d'un investissement ici au Québec de 3 milliards et d'une production de 1 million de tonnes. Ce qui a été rencontré, je crois. C'est ce qui a été rencontré. Et il n'y avait pas donc d'obligation en termes de main-d'œuvre, de production de main-d'œuvre ou de maintien d'emploi. Il n'y avait pas rien là-dessus. Non. Parce qu'Alcan n'a pas pour objectif de créer d'emplois. Nous avons comme objectif ici de rentabiliser nos installations. Le bail de la Péribonka concerne la Péribonka. On ne parle pas de la rivière Saguenay. Pourquoi? Parce qu'Alcan est propriétaire des droits du fond de la rivière entre le lac Saint-Jean, donc entre Alma, et la centrale de Chipcha. Pour toujours? Pour toujours. Toutes nos richesses s'en vont, parce que chacun, toutes nos affaires s'en vont à l'extérieur, puis nous autres, on est là, puis on dit pas un mot. Il va falloir à un moment donné que les gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on se lève debout et disent c'est assez, c'est assez. Si les gens de la région considèrent que le bail de la Péribonka n'est plus valable, bien, c'est à eux de l'exprimer clairement, par les moyens que nous avons, d'exprimer que nous ne voulons plus de ce bail-là, ou du moins qu'il n'est plus valable, que le deal, si vous voulez, ne va plus. Mais si les gens de la région continuent de considérer que l'entente va bien et que l'entente est correcte, bon, ben à ce moment-là, le gouvernement du Québec ne pourra probablement pas faire beaucoup. On parle ici du royaume du Saguenay, royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai l'impression que pour plusieurs personnes, s'il y a un royaume, le roi risque d'être pas mal Alcan. Est-ce qu'il est possible de demander à son roi de nous en donner un peu plus? Est-ce que c'est réaliste? C'est sûr. L'histoire de l'humanité illustre qu'on a souvent questionné les rois et quand ils ne voulaient pas comprendre, on leur demandait tout simplement de céder la place. Alors, on pourrait peut-être poser des vraies questions à une compagnie comme l'Alcan ou à d'autres compagnies comme Abitibi-Consol ou bien d'autres. Poser des vraies questions à propos de l'utilisation qu'ils font de nos ressources naturelles et qu'est-ce qu'ils laissent sur place comme retombées économiques. Dans la région, on commence à vouloir exiger des redevances beaucoup plus élevées de la part d'Alcan et même un plancher d'emploi. D'autres parlent de nationaliser les barrages de la compagnie. Sylvain Lapointe et André Pilote sont les ultimes témoins d'une ère industrielle qui s'achève. Pour ces derniers cuvistes, ceux qui ont toujours dit que si l'enfer existait, il était sûrement à Arvida, dans l'allée du diable, Alcan se comporte comme un père qui rejette ses enfants. Pour Louis-Joseph Gagnon et Lucien Boucher, ces hommes d'aluminium d'une autre époque, ils espèrent que leur dur labeur mérite tout autant que les dividendes versés à des actionnaires anonymes. Ça, c'est les salles de cuve les dernières qui viennent de fermer. C'est ce modèle-là. Là. Les derniers cuvistes souhaitent en fait qu'après eux, et quel qu'en soit le prix, il y ait un avenir pour leurs enfants dans la région.